La journée va être organisée en 4 panels, 2 le matin, 2 l'après-midi, sur des thématiques qui sont connexes. Et cette journée invite des chercheurs, des collègues de Paris 1, mais d'ailleurs aussi, dans différentes disciplines. Il nous paraissait important de croiser les regards géographiques, historiques, sociologiques et politistes sur l'ensemble de ces questions. Je tiens tout d'abord, parce que je serai très bref, à remercier les étudiants, notamment des masters de sciences politiques et de géopolitique, qui ont conçu, préparé et mis en œuvre cette journée. C'est un excellent exercice de professionnalisation pour eux. Certes, il y a le choix du thème, le choix des intervenants, l'emballage théorique, si je puis dire, mais il y a aussi tout l'aspect préparation, communication, back-office, et c'est un excellent exercice pour eux. La satisfaction en tant qu'enseignant, plus largement, spécialiste de ces questions, c'est de voir qu'une génération est capable de se saisir et de mettre en forme les enjeux aussi cruciaux que celui de la transformation du rôle et de la place des forces armées en France, mais pas que d'ailleurs. Ce qui nous interpelle aussi en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est cette capacité à s'interroger collectivement sur les effets de l'élargissement de l'emploi de la force armée, en particulier depuis 2015 en France. Juguler une menace à l'extérieur des frontières, oui. Contenir des risques à l'intérieur des frontières, oui. Être supplétif des forces de police dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, par exemple, ou être un palliatif à la crise morale et citoyenne, à travers notamment la question du service national universel. Le constat, c'est celui d'une extension très importante de l'emploi habituel des forces militaires, et il nous paraissait important qu'une nouvelle génération, formée par et pour la recherche, puisse se saisir de ces objets, en relation évidemment avec le ministère ou les administrations ou les praticiens concernés par ces évolutions. Ce qui est important pour nous, c'est qu'au fond, toute réflexion sur le lien, alors l'expression est galvaudée, mais sur le lien armée-nation est forcément une réflexion sur l'État, sa légitimité et son incarnation. C'est aussi en ce sens que, pour nous, c'est une recherche pérenne, une recherche durable. Ce programme sur l'armée et la nation fait écho plus largement au programme de recherche Sorbonne War Studies, qui est un programme qu'on essaye de mettre en place au plan interdisciplinaire avec des historiens, des géographes, des sociologues, des juristes, des politistes, des philosophes. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que le phénomène guerrier, qu'est-ce que le fait militaire font aux hommes et à leur organisation en société. Dans ce contexte, je suis ravi de vous présenter et d'accueillir Nicolas Mariot, qui est un collègue, qui est directeur de recherche au CNRS, qui travaille au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est rattaché à l'EHESS, mais qui est une institution cousine de Paris 1 dans sa production intellectuelle. Nicolas Mariot travaille sur l'histoire sociale de la Grande Guerre notamment, et je le laisserai évidemment présenter son travail à travers son introduction qui porte sur la mobilisation d'août 1914. Je voudrais simplement signaler 2 ouvrages peut-être à lire, un classique déjà, Tous unis dans les tranchées, 1914-1918, Les intellectuels rencontrent le peuple, publié aux éditions du Seuil en 2013, et plus récemment, Histoire d'un sacrifice, Robert, Alice et la guerre, paru au Seuil également. Donc voilà, la finalité de cette journée, c'est vraiment de contribuer, je dirais, à banaliser au plan épistémologique le fait militaire et le phénomène guerrier, ramener ces réflexions dans le giron des sciences sociales et avoir une approche à la fois théorique, conceptuelle et aussi méthodologique, c'est-à-dire questionner les modalités d'enquête sur le monde militaire ou sur les relations entre l'État et l'armée. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisatrices et organisateurs, mastériennes et mastériens, de m'avoir gentiment invité. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de pourquoi la mobilisation d'août 14 n'est pas une levée en masse, à mon sens, bien qu'elle ait évidemment mobilisé des millions et des millions de Français pendant 4 ans. Pourquoi ce n'est pas une levée en masse ? Parce que les soldats n'ont pas eu le choix de partir. Ce qui caractérise une levée en masse, c'est l'engagement volontaire. Et ce sur quoi je voudrais essayer de revenir ici, c'est l'immense préparation durant les 40 ans qui ont précédé la guerre, en quoi consistait la mise en place du service militaire obligatoire pour tous, universel seulement depuis 1905, en France, dans la société de la Troisième République, et quelle incidence a eu cette mise en place dans la mobilisation de 14-18, enfin d'août 14. Donc vous savez qu'en général, on présente toujours la mobilisation de 14-18 avec les mêmes éléments. On montre cette affiche, l'ordre de mobilisation générale. On met souvent la photo d'un garde champêtre ou d'un cantonnier qui a son tambour, qui appelle les gens et qui fait comme la lecture de l'ordre de mobilisation générale dans chacun des villages de France. Et puis, il manque une photo, j'aurais pu rajouter ici le clocher d'une église, puisqu'on évoque le tocsin
qui a sonné pour annoncer la mobilisation générale en même temps dans toutes les communes de France, toute fin juillet 1914. On se trompe, à mon avis, en mobilisant ces éléments communautaires ou collectifs pour caractériser ce qu'a été la mobilisation de 14. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas qu'elle a été avant tout, si on s'en tient à ces éléments collectifs ou communautaires, on pourrait dire traditionnels de mobilisation, qui étaient déjà ceux qui existaient dans les siècles précédents. Évidemment, ils ont été mobilisés en août 14, mais ce ne sont pas ces éléments-là qui permettent d'expliquer, je crois, l'efficacité, l'extrême réussite de cette mobilisation qui s'est passée, on va le voir, sans problème, en quelque sorte en douceur, en quelques jours. 2,9 millions de soldats ont été amenés au front sans trop de problèmes. Et c'est ce mystère-là que je voudrais essayer d'expliquer. Pour le comprendre, il faut s'intéresser non pas, je crois, aux éléments que j'ai montrés précédemment, l'affiche, le cantonnier qui appelle les gens, etc., mais au papier des conscrits eux-mêmes. Et c'est ça qui est important ici. Le fascicule de mobilisation rangé dans le livret militaire que chaque soldat, avant 14, chaque soldat de la Troisième République devait porter sur lui, garder sur lui, y compris évidemment quand il était libéré des obligations militaires elles-mêmes, c'est-à-dire des 2 ou 3 ans qui passaient en caserne, plus les périodes de rappel, les fameux 28 jours, etc. etc. Vous savez que les soldats se remettaient, et j'y reviendrai assez longuement, entre les mains de l'État pour 20 ans. À 20 ans et pour 20 ans, et même pas pendant certaines lois militaires, pendant 28 ans exactement, jusqu'à l'âge de 48 ans au maximum, ils se remettaient entre les mains de l'État, c'est-à-dire qu'ils étaient rappelables à tout moment. On dit disponible pour servir l'État. Et donc ces papiers sont les premiers papiers d'identité qu'ont connus les Français, bien avant la mise en place de la carte d'identité. Donc vous voyez, ici, on a le cas de Joseph Boisard, domicilié à Fenouillet en Vendée, mais on pourrait en donner plein, classe 1909, donc il a 20 ans cette année-là, matricule 1366, numéro 77 au contrôle spécial, enregistré au régiment d'infanterie de La Rochelle, numéro 04874 au répertoire du corps, 2e bataillon, 8e compagnie. Et vous voyez ce que lui prescrit, son ordre de mobilisation. En cas de mobilisation, le porteur du présent ordre se mettra en route sans attendre aucune notification individuelle. Sans attendre aucune notification individuelle, c'est ça qui est important. Et en se conformant aux prescriptions suivantes. Ce militaire voyagera gratuitement par chemin de fer, il emportera de chez lui des vivres pour 1 jour ou X jours selon la durée du voyage. Il se présentera, porteur du présent titre, à la gare de 1-1 le 2e jour de mobilisation avant 8 h du matin et sera tenu de prendre le train qui lui sera indiqué par le chef de gare. Il descendra du train à la gare de La Rochelle et se mettra aussitôt à disposition du poste de police qui le fera diriger sur son corps, caserne Renaudin, signé le commandant du bureau de recrutement. Donc vous voyez ici, chaque citoyen savait donc, bien avant la guerre et la mobilisation, sans aucune place pour le doute ou l'improvisation, ce qu'il devait faire très précisément en cas de rappel à l'activité. Et d'ailleurs, il n'est même pas question d'obéissance. Vous voyez, sans attente, sans aucun ordre personnel ne lui soit adressé, le statut de réserviste disponible imposait qu'il se rende de lui-même en route selon un itinéraire tout à fait prédéfini, très précis. L'individu se sait attendu au corps, à son corps habituel, dans sa caserne, et l'ensemble des autorités de l'État qu'il rencontre en chemin, les employés du chemin de fer, les policiers, les militaires évidemment, doivent se mettre à son service pour l'aider à rejoindre son corps tout à fait normalement, lui prêter assistance. Alors évidemment, vous allez me dire, il restait théoriquement possible de ne pas suivre les indications du fascicule de mobilisation, de ne pas suivre l'ordre de route qui était donné individuellement par l'État à chaque individu. Vous voyez, on est loin d'une situation d'ordre communautaire ou collectif. L'État, et c'est ça que je vais essayer de montrer, a tissé des liens individuels à distance pour la première fois dans l'histoire entre sa centralité lui-même et puis chacun des individus, des citoyens français, appelés à faire le service militaire. Donc on pourrait imaginer évidemment que certains aient refusé de suivre les instructions du fascicule de mobilisation. C'est très improbable.
Pourquoi c'est très improbable? Parce que le fascicule de mobilisation est complètement incorporé. Page 2, un avis très important précise que tout homme qui se déplace doit emporter avec lui son livret individuel. Il le garde sur lui, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, on a d'un côté là un livret individuel de soldat, c'est ce qu'il a sur lui, qui lui est remis lorsqu'il entre à la caserne au moment où il doit faire son service militaire. Et puis à côté, vous avez le livret matricule. Le livret matricule, c'est le livret qui est gardé par l'État dans la caserne, qui est aujourd'hui plus disponible, que vous ne trouvez plus, sauf dans les tiroirs ou dans les greniers des familles, parce que ces archives-là n'ont pas été conservées, sauf parfois, on les retrouve parfois, les livrets matricules d'hommes de troupe, dans les archives, dans les dossiers d'archives des gens qui sont passés ensuite officiers, puisque seuls les dossiers d'officiers sont conservés au service historique de la Défense. Et là, vous voyez, c'est le livret matricule d'homme de troupe de Marc Bloch, l'historien, donc qui a fait ensuite une remarquable carrière jusqu'à terminer la Première Guerre mondiale comme capitaine. Et c'est pour ça qu'on peut ici avoir son livret d'homme de troupe, ce qui est relativement rare, encore une fois, sauf pour les familles qui l'ont conservé dans les greniers ou dans les tiroirs familiaux. Donc vous voyez, cette chose-là, elle est gardée par devers soi. Vous voyez toutes les instructions très précises qui sont données aux soldats dans la page 2 intérieure du livret. Je vous laisse les lire. Et puis évidemment, ce qui rendait tout à fait improbable le fait que les hommes ne suivent pas les instructions du fascicule de mobilisation, c'est évidemment la pression sociale. Il était tout à fait impensable que quelqu'un soumis aux obligations militaires ne se rende pas dans le village avec les autres, avec ses conscrits, avec ses cousins, etc., à l'armée quand il le devait, d'autant qu'il était parfaitement surveillé par l'État grâce au livret matricule qui permettait notamment de suivre tous ces changements d'adresse successifs, etc. Donc, c'est tout ça qui rendait le fait qu'ils ne se rendent pas à la mobilisation tout à fait improbable sur le plan social. Ce qui est important, évidemment, de constater ici, et j'y insisterai, j'y reviendrai plusieurs fois, c'est en ce sens-là que la mobilisation d'août 14 n'est pas une levée en masse, c'est l'idée que les individus aient ou non consenti à la guerre, qu'ils aient jugé ces enjeux importants, sa nécessité importante, importait peu. Ils devaient partir, ils sont partis, quoi qu'ils aient pensé de cet événement à l'époque, et c'est ça qui est important. Indicateur ou indice de cette efficacité, c'est évidemment de l'efficacité de cette nationalisation du service militaire sous la Troisième République, c'est évidemment le très faible taux d'insoumission. Contrairement à ce que craignaient les gradés et la plupart des élites de l'époque de la Troisième République, très peu de gens ne se sont pas présentés, effectivement, pour les raisons que je viens de vous donner. Selon Philippe Boulanger, seulement 30 000 individus sur 2,9 millions de mobilisés, ça fait 1,22% d'insoumis. Infiniment peu, contrairement à ce que craignaient les élites de l'époque. C'est là le grand paradoxe de la mobilisation d'août 14. En quelque sorte, les élites de la Troisième République n'ont pas fait confiance au système qu'elles avaient elles-mêmes mis en place pour mobiliser les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce paradoxe, évidemment, c'est le fait que si on revient un peu en arrière à l'ordre de mobilisation générale, je ne sais pas si vous arrivez à lire en bas, vous voyez, contrairement à ce qui a été inscrit dans le fascicule militaire, sur l'ordre de mobilisation, il est marqué « Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toutes les rigueurs de la loi, obéir aux prescriptions du fascicule. » Sous peine d'être puni avec toutes les rigueurs de la loi. C'est ça qu'il rajoute dans l'ordre de mobilisation générale qui est absent du fascicule. Non, cette petite phrase, elle est importante parce qu'elle change le sens, elle déplace le sens entre celui du livret de la mobilisation qui disait « Le mobilisé se mettra en mouvement sans attendre aucun ordre » à il sera puni avec toutes les rigueurs de la loi s'il n'obéit pas à ce qui est écrit dans le fascicule de mobilisation. Et puis surtout, autre indice du paradoxe, c'est évidemment la violence très grande avec laquelle les autorités militaires ont répondu à la mobilisation, avec les fusillés pour l'exemple. Vous savez qu'ils ont fait preuve d'une dureté, d'une sévérité extrême pour toute défaillance en première ligne. Et c'est pour ça que la plupart des fusillés pour l'exemple ne sont pas fusillés
après les mutineries, par exemple, comme ce qu'on a beaucoup entendu, etc., mais dans les toutes premières semaines et mois de la guerre, pendant la guerre de mouvement. C'est là qu'on a la répression la plus dure, parce que les gradés pensaient, l'état-major craignait qu'il y ait effectivement des refus, des résistances, des insoumissions beaucoup trop importantes. Ça n'a pas été le cas. Et puis, dernier indice important qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des élites de l'époque, eux, estiment faire beaucoup plus que simplement obéir aux fascicules de mobilisation. Eux partent en tête, les Genevois, les Péguy, et tout milieu politique confondu, Léon Werth, qu'on peut considérer être à l'époque un militant d'extrême gauche, part avec les mêmes idéaux qu'un Charles Péguy, qu'un Genevois, et que tous ces jeunes normaliens qui sont partis en 14 avec en tête les idéaux du canon de Valmy et de la levée en masse, justement. Ils ont vécu leur mobilisation comme un élan volontaire et pas du tout comme une simple obéissance aux fascicules de mobilisation. Alors, pour comprendre tout ça, il faudrait ici revenir sur le long processus de nationalisation de la société française depuis la Troisième République. Nationalisation d'abord administrative avec une monnaie unique, le Code civil, l'unification des poids et mesures. Bon, je n'ai pas du tout le temps d'y insister. Ensuite, une unification horizontale, chemin de fer et télégraphe au long du XIXe siècle, qui unit entre elles les élites provinciales, mais encore sans lien entre les élites et les classes populaires. Et puis enfin, sous la Troisième République seulement, une unification verticale qui établit des liens justement entre le bas et le haut, entre les classes populaires et le gouvernement, avec évidemment le droit de vote, l'école publique obligatoire pour tous, et puis centralement le service militaire avec ces trois grandes lois sur lesquelles je devrais revenir, mais je n'ai absolument pas le temps de le faire là encore, 1872, 1889, qui lie service militaire et nationalité française, et puis 1905, universalisation du service pour tous, pour la première fois, tout le monde fait le même service de la même durée, 2 ans, etc., etc. Bon, la seule chose que j'ai absolument pas le temps de m'y attarder, la seule chose que je voudrais que vous reteniez ici, c'est qu'évidemment à l'époque, on n'est pas encore dans le système qu'on connaît aujourd'hui d'un équilibre relatif des droits et des devoirs du citoyen. Beaucoup plus que des ayants droit. Aujourd'hui, on est des ayants droit. On a des devoirs, mais de payer ses impôts, etc. Mais on a aussi beaucoup de droits, dont des droits, sécurité sociale, tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle globalement l'État-providence. Évidemment, tout ça n'existe pas au début de la Troisième République. Les citoyens sont d'abord des ayants devoir, on pourrait dire. Et l'apprentissage de la nation se fait essentiellement sous le mode du devoir, sous un mode relativement coercitif, dans lequel le service militaire prend le premier rang, le premier plan. Alors, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, je vais simplement ici illustrer les conséquences de ce processus de nationalisation, que j'ai résumé beaucoup trop rapidement là, pour la mobilisation de 14, en choisissant 2 cas que je vais choisir, non 2 individus, que je vais choisir pas du tout pour leur représentativité, je ne dis pas du tout qu'ils sont représentatifs des poilus de 14-18, mais parce qu'ils incarnent, on pourrait dire, 2 pôles extrêmes, au contraire, sur le continuum d'engagement des gens qui sont mobilisés pendant les 4 ans. D'un côté, Robert Hertz, donc, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un normalien, rentier, socialiste, élève d'Émile Durkheim, sociologue donc, qui part, à l'instar, je vous le disais tout à l'heure, de ses autres collègues et confrères normaliens, qui part avec Valmy au cœur, le souvenir de la Révolution française, etc., etc., vraiment qui vit sa mobilisation sur un mode extrêmement patriotique, extrêmement enflammé, exalté. Et puis de l'autre côté, Alphonse Leral, un paysan qui gère en locature 20 hectares de terre dans le Berry. Alors les deux sont assez comparables par certains points de vue et pas du tout par d'autres. Ils sont tous les deux mariés, ils ont tous les deux un enfant, ils ont longuement raconté leur guerre, c'est pour ça qu'on peut savoir plein de choses sur eux, grâce à leurs lettres, aux lettres qu'ils ont écrites à leurs femmes. Dans les 2 cas, 1 millier de lettres. Ce sont des correspondances énormes, presque 1 millier de lettres pour Robert Hertz, qui meurt pourtant très tôt, dès avril 1915, 1200 lettres pour Alphonse Leral, qu'il envoie à sa femme dans le Berry. Tous les deux lisent les journaux, on le sait grâce à leurs lettres, même si Alphonse n'a fait que 7 ans d'école primaire. On n'est pas sûr qu'il ait de certificat d'études, contrairement à sa femme.
Et Robert et Alice Hertz, eux, font partie de la toute petite minorité de l'époque qui a le baccalauréat. 2% d'une classe d'âge chez les hommes. À peu près 7000 garçons chaque année ont le baccalauréat sur 300 000 conscrits. Et encore beaucoup moins de femmes, évidemment, environ 700 par an. Donc vous voyez, il fait partie de cette toute petite élite, très minoritaire à l'époque, avant 1914, qui fait des études supérieures. Bref, il n'y a à peu près rien de commun, vous le voyez, socialement et scolairement, entre les deux hommes. Et pourtant, ils sont concitoyens, quand sonne la mobilisation de 14. Qu'est-ce qui fait d'eux des concitoyens? C'est essentiellement le service militaire. Guère plus, à vrai dire, on peut penser dans la société française de la Belle Époque. Chacun d'eux s'est remis pour 20 ans dans les mains de l'État et peut à tout moment être rappelé à l'activité. Tous les deux ont exactement le même fascicule de mobilisation dans leur poche après l'année de service qu'ils ont fait. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail. Ils ont fait une seule année de service pour des raisons diverses, chacun d'eux. En 1899 et en 1904, des périodes de rappel. Ils ont eu tous les deux leur certificat de bonne conduite à la fin du service militaire. Ils ont ces papiers sur eux. Bref, la seule manière par laquelle l'État a colonisé leur monde vécu, c'est ça la nationalisation des individus. C'est comment l'État en vient petit à petit à coloniser votre quotidien, à coloniser votre monde vécu. La formule est d'Habermas. Et je crois qu'elle marche très bien ici. Cette première forme de colonisation du monde vécu des individus, des citoyens, elle se fait par le service militaire, avec les pièces d'identité que je vous ai présentées, et puis pour Alphonse Léral, avec pour la première fois une allocation qui est versée à sa famille, vous voyez, devoir contre droit. On obtient une allocation quand on part au service militaire à partir de 1905, c'est-à-dire à partir du moment où le service devient universel. Puisqu'il est universel, alors on met en place des droits. Chaque fois pour compenser le fait qu'Alphonse ne peut plus travailler au champ pendant le temps qu'il est au service militaire. Donc vous voyez, la première forme, on pourrait dire, d'allocation versée par l'État en France, c'est ça. C'est une allocation militaire en échange du départ, avant même la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui est votée en 1910 seulement, et qui sera mise en place, en fait, bien après la guerre et pas avant. Alors, que se passe-t-il pour ces deux hommes lors de la mobilisation? Le premier, Hertz, est mobilisé dans un régiment de la territoriale, et il va se porter volontaire pour rejoindre la réserve de l'armée, et il va découvrir à ce moment-là le feu. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'il échappe au combat absolument terrible de la guerre de mouvement, parce qu'il est avec un régiment de la territoriale en train de monter des défenses autour des forts de Verdun. À l'inverse, Alphonse Léral, lui, est mobilisé tout au long de la guerre. Il meurt en octobre 1918, le pauvre, juste avant la fin. Il est mobilisé dans un régiment d'élite, dans un régiment de zouaves, et il fait toute la guerre dans ce régiment. Alors, je vais vous montrer ce qu'écrit Alphonse Léral, quelques petits extraits typiques du fatalisme avec lequel les classes populaires, la plupart du temps, vivent et écrivent la Grande Guerre. Donc, vous voyez, je vous laisse lire ce qu'il raconte. En gros, il subit et il explique qu'on n'a pas d'autre choix, qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Lorsqu'il faut marcher, il faut bien marcher. Il faut prendre le temps comme il vient, etc. etc. Ce sont des formules absolument typiques qu'on retrouve dans la plupart des témoignages populaires de la Grande Guerre. Il écrit tout ça, et vous voyez ce qu'il dit, des speeches dégradés. Il ne dit pas un mot de leur contenu. Vous voyez comment il écrit? Ils nous disent des speeches. Bon, il en a régulièrement, donc les speeches, c'est des grands discours patriotiques pour expliquer pourquoi il faut y aller, pourquoi il faut monter à l'assaut, etc. etc. Et lui, comme beaucoup d'autres soldats, il dit moi, je crains beaucoup quand ils nous font des speeches parce que non seulement, manifestement, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais en plus, c'est le signe qu'on va devoir bientôt attaquer. C'est un indice du fait qu'il est probable que, puisqu'ils nous font des speeches, on va devoir monter à l'assaut très rapidement. Donc, vous voyez, je ne crois pas que le coup de chien soit loin. Bon, il raconte ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comparer ce qu'il dit là, ce qu'il vient de dire, où vous voyez, il revient de permission et il dit « me voilà encore rendu dans ce sale métier ». Pour lui, la guerre, c'est un métier qu'il faut faire, on n'a pas le choix, et il y a très très peu de place pour l'élan patriote. Alors peut-être est-il relativement extrême en ce sens-là,
je ne crois pas complètement, hein, mais effectivement, c'est très poussé chez lui. Sur 1200 lettres, je vous le disais, le mot devoir n'apparaît absolument jamais. Le mot patrie apparaît une seule fois dans les 1100 lettres. Et puis, le mot république, à 3 reprises seulement. Je vais avoir fini incessamment. À 3 reprises seulement, mais c'est pour évoquer la visite du président Poincaré dans les tranchées, pas du tout sur un mode exalté. Je vais conclure provisoirement ici. Manifestement, je pourrais le montrer plus en détail, Alphonse Le Ral ne croit pas à la guerre. Et pourtant, ça n'enlève rien à son statut de soldat et aux obligations afférentes. L'accès à la citoyenneté, pour lui, a fait de lui un défenseur obligé de la République. Son identité de Français lui impose des devoirs auxquels il n'a d'autre possibilité que de se soumettre. Puisque qu'est-ce que ça voudrait dire refuser de ces devoirs? Ça voudrait dire tout simplement s'exclure de la communauté nationale. Un choix qui, sauf à tenter un improbable exil, évidemment, paysan du Berrichon, il ne va pas se dire « tiens, je vais partir à l'autre bout du monde pour me planquer et éviter la mobilisation ». Donc un choix qui n'en est pas un. Le fait est que le choix de ne pas se soumettre était largement absent. J'insiste là-dessus pour vous dire que peut-être que l'instituteur d'Alphonse Le Ral lui avait lu les cours d'Ernest Lavis, le manuel d'Ernest Lavis, les manuels d'Ernest Lavis, l'instituteur national, celui qui... enfin oui, non, je n'ai pas le temps, pardon, je vais manger mon temps si je me mets à faire des parenthèses. Et qui avait écrit plein de manuels de la Troisième République, restés très célèbres, dans lesquels on préparait les jeunes élèves, effectivement, à ce que devait être la guerre, la mobilisation nationale. Donc vous voyez ici, il écrit « Tous les Français sont vraiment égaux devant la loi. Ils doivent tous à la patrie le service militaire. L'égalité devant la loi implique le devoir, mais ce qui est demandé, c'est beaucoup moins le sacrifice que le devoir. On ne demande pas un sacrifice, on demande simplement un devoir. Et c'est beaucoup plus clair dans une de ses autres leçons, toujours du même Ernest Lavis. Vous voyez ce qu'il explique. Nous avons été vaincus en 1870 parce que beaucoup de Français croyaient qu'il n'est pas besoin d'apprendre le métier de soldat. Il disait qu'un Français serait toujours bien capable de bien défendre son pays, pourvu qu'il l'aimât bien et fût décidé à lui faire le sacrifice de sa vie. Donc vous voyez, là, c'est l'engagement sur un mode héroïque, l'engagement sur le mode levé en masse. C'est l'élan du cœur qui nous amènera à vaincre. Et Lavis dit explicitement, on se trompe en pensant ça. Mais les Allemands aiment leur pays autant que nous aimons le nôtre. Ils sont aussi patriotes que nous. Donc si on s'en remet seulement au patriotisme, on va nulle part. C'est pas ça qui est demandé dans une armée de conscription aux soldats. D'accord ? Et il continue. Eux sont soldats depuis plusieurs années. Pendant ce temps-là, ils apprennent à manier les armes, à exécuter les manœuvres, ils s'endurcissent à la fatigue, ils s'habituent à la discipline. Nos désastres nous enseignent que pour être un soldat, il faut apprendre à l'être et accomplir avec exactitude et dévouement les devoirs imposés par la loi militaire. Donc vous voyez, ici, il n'est pas du tout question d'élan volontaire, de se lancer avec le cœur plein d'idéaux, etc., etc. Il est demandé, beaucoup moins que le sacrifice, l'exercice du devoir, et je crois qu'il n'est pas du tout indifférent que ce soit dans un manuel précisément destiné aux classes populaires que l'on retrouve ce type de ligne. J'ajoute enfin, et c'est extrêmement important, que si Alphonse Le Ral ne croit pas à la guerre, ça n'enlève en rien le fait que c'est un excellent soldat, un excellent combattant, compétent et courageux, que ses chefs récompensent et reconnaissent comme tel. Il est blessé dès novembre 14 par un éclat d'obus, il est renvoyé au feu après sa guérison, et vous voyez, il est l'objet de 2 citations, croix de guerre, étoile de vermeil et de bronze. Je vous laisse lire ces 2 citations, d'abord à l'ordre du régiment, puis à l'ordre du corps d'armée. Bref, c'est un remarquable soldat, encore une fois, qui fait toute la guerre dans une unité d'élite. Et pourtant, il ne dit mot des questions de devoir, etc., etc. C'est ça qui m'intéresse ici tout particulièrement, et qui explique le fait que lui ne va à la guerre sans avoir besoin pour autant d'exprimer constamment des idéaux, de renvoyer la levée en masse à Valmy, etc. Pour Robert Hertz, et j'en termine là, c'est tout l'inverse. Lui fait justement les speeches. Bon, son supérieur hiérarchique va lui demander d'écrire plusieurs fois
des grands discours de mobilisation pour monter à l'assaut. Ces lettres regorgent d'un lyrisme patriotique constant, d'une exaltation absolument folle. Bon, là, je vous y renvoie, je n'ai pas du tout le temps de m'y arrêter. Il vit la guerre non pas du tout comme un métier, comme le fait Alphonse Le Ral, mais comme un sacerdoce ou un plébiscite de tous les jours, pour parler comme Renan. Donc, en ce sens-là, et il considère d'ailleurs, il est simple sergent, Hertz, que les hommes qu'il a sous ses ordres ressemblent beaucoup aux cultivateurs berrichons. Et d'ailleurs, il leur fait la leçon en leur lisant des grandes pages du manifeste socialiste par lequel les socialistes votent les crédits de guerre au Parlement. Et puis, il leur lit des pages de Barrès et aussi du Lavis. Non pas le manuel que je vous ai lu, mais les grands articles exaltés qu'écrit Ernest Lavis en août 1914. Là encore, il est extrêmement déçu parce que ces hommes détournent la tête quand il leur lit ça au matin du 1er janvier 1915. Il écrit à sa femme « Rien de tout cela ne m'a paru mordre ». Donc vous voyez effectivement à quel point il décrit une guerre qui n'a rien à voir avec celle d'Alphonse Le Ral. Et je suis obligé de m'arrêter là, en concluant, vous voyez, qu'il me semble fondamentalement que la Grande Guerre, la guerre de 14-18, n'a rien à voir avec ses devancières. Précisément parce qu'on n'est plus du tout dans le cadre d'une armée de métier, et qu'on n'est pas du tout non plus dans le cadre d'une levée en masse, reposant sur le volontariat, l'engagement militaire. On est cette fois, l'engagement volontaire, pardon. On est cette fois dans le cadre d'une armée de conscription qui mobilise sur des registres entièrement différents et qui, je crois, a fait la preuve de son efficacité pendant la guerre de 14-18 et à minima en tout cas en août lorsqu'il a fallu envoyer au front plusieurs millions d'hommes en quelques jours. Je vous remercie.